Au revoir Bertrand. Au revoir Bertrand. Au terme de cette magnifique journée, nous avons partagé l'économie avec beaucoup d'acteurs, d'actrices de la finance durable. On a entendu des convictions. Le dernier débat avec Jean Covici, Geneviève Ferron, Bertrand Badré, je pense, était particulièrement illustratif du caractère zéro bullshit de cette journée, placée sous le signe du no more blablabla. Et pour terminer, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 femmes. Eva Sadoun, présidente de l'ITA.co, qui travaille sur l'impact et qui est coprésidente du mouvement Impact France, auteur d'un livre, je vous recommande, Une économie à nous. Ça vous bousculera dans vos convictions, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est toujours intéressant. Carole Zaccheo, qui est directrice des investissements et des placements de la Maïf. Bonsoir. Et enfin, Satan, Delphine Damarzit, la bourse Euronext. Et là, on va donc pouvoir parler du nouveau capitalisme. Et moi, j'ai intitulé ce débat pour une économie de l'impact vers une finance frugale, en me disant, Eva, peut-être pour commencer avec vous, est-ce que l'impact, c'est pas l'aboutissement ultime de cette révolution ESG qui est un peu bullshit, effectivement, c'est pas très bien, tout ça est très compliqué quand même, un peu bureaucratique. Il y a une autre façon peut-être de penser l'économie, c'est ce que vous proposez, je crois, et de dire, c'est vrai qu'on a vécu dans un paradigme, après on peut avoir une discussion, où c'était le rendement pour les actionnaires, friedmanien, le profit avant tout, 15% de rendement c'est normal, etc., même quand on avait 0% de taux d'intérêt. Bon, les taux d'intérêt remontent un peu, mais vous proposez un autre modèle, c'est ça en fait, il faut penser l'économie autrement. Tout à fait. En fait, l'impact, c'est vraiment l'aboutissement, disons, des 40 dernières années, des réflexions autour de la responsabilité, la finance morale, l'entrepreneuriat éthique, etc. Parce qu'on se pose la question de réellement la performance écologique et sociale de ce qu'on fait. C'est pour ça que notamment, typiquement sur le sujet de l'ESG, disons que pendant ces dernières années, on s'est posé la question de quels étaient les critères de la responsabilisation. Je pense qu'aujourd'hui, la crise sociale et écologique est suffisamment apparente pour qu'on soit suffisamment honnête vis-à-vis du fait qu'on sait quels sont les critères. Ce n'est pas une question de méthodologie. Comme parfois les débats financiers aiment le rappeler, on a un problème de méthodologie. Je pense qu'on a plutôt un problème de conviction et de poser la question de réellement l'impact des outils qu'on utilise. Parce que si on se pose l'impact des outils, d'un coup, on a une démonstration très claire de savoir si un outil produit de l'impact est suffisamment éthique ou pas. C'est pour ça que notamment sur ce sujet de l'ESG et la manière dont on peut traiter la question de l'impact dans la finance et se poser la question de cette finance frugale, c'est finalement se poser la question des outils. Est-ce que réellement ils permettent une performance écologique et sociale, et pas uniquement la manière dont on les évalue. Et ça nous demande nécessairement de se poser la question même de si certains outils doivent toujours exister demain. Dans un monde dans lequel on prône justement une redirection des capitaux vers la question de la transition écologique, dans lequel il y a des problèmes de partage de la valeur qui fait qu'on a des classes de la population qui ne sont pas aujourd'hui outillées pour réellement faire leur propre transition écologique, d'un point de vue local, comme en France dans les questions de fracture sociale, ou même d'un point de vue international, comme le rappelait Bertrand Badré, sur la question de la dette climatique. Et aujourd'hui, effectivement, des pays entiers qui ne peuvent pas faire leur transition parce que réellement, ils ne sont pas outillés financièrement. Donc, il y a effectivement pour moi une partie de la finance, si on veut parler de finance frugale et finance d'impact, qui doit effectivement cesser, notamment certaines pratiques qui ne sont pas suffisamment vertueuses vis-à-vis de la performance écologique et sociale, qui nécessitent du long terme, qui nécessitent de l'innovation, qui nécessitent de la transparence, qui nécessitent de l'objectivation selon des critères notamment très concrets sur l'impact qu'on veut avoir. Et il y a tout un pendant, en fait, qui a été considéré pendant des années comme étant quelque chose justement de trop risqué, de trop justement de décorréler en fait justement à la juste finance. Là, quand on voit que les régulateurs typiquement la manière dont ils ratent et dont ils objectivisent notamment la liquidité des produits financiers, le risque, etc. La question du risque climatique et du risque social va aujourd'hui perturber cette galaxie, qui va faire que moi, par exemple, ma conviction profonde, c'est si on crée les outils suffisamment structurants pour permettre à cette finance non cotée notamment d'être légitime demain, ça veut dire qu'il faut les créer. La finance actuelle n'est pas liquide par essence, elle est liquide parce qu'on a autorisé, qu'on a créé les socles de garantie, qu'on a créé l'infrastructure qu'il fallait politique pour que cette finance soit liquide et ces accords internationaux pour que cette finance soit liquide. Et typiquement, dans cette question de la finance écologique et sociale, il va falloir créer une infrastructure pour que typiquement les placements
permettent réellement d'investir dans l'indépendance énergétique, dans la réduction des inégalités sociales. Et pour ça, ça nous demande de nous positionner réellement sur la manière dont tout ça fonctionne. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Delphine, aujourd'hui, la bourse, elle raisonne finalement sur des critères qui sont beaucoup plus classiques, des actionnaires, des entreprises qui cherchent des capitaux. C'est le rôle d'une bourse, normalement. Et en même temps, ces nouvelles règles et ces nouvelles façons aussi de penser, y compris des épargnants, ces nouvelles attentes, elles viennent quand même changer un peu la donne. On en a parlé toute la journée. Donc, je disais Satan, pardon, ne prenez pas mal, mais parce que la bourse, souvent, c'est considéré comme le méchant. Et comment est-ce que vous pouvez réconcilier, justement, et montrer que la bourse peut changer, peut apporter des réponses, y compris à ces attentes, j'allais dire, y compris des jeunes générations aujourd'hui qui veulent savoir comment est placé leur argent, s'il est placé dans des choses qui sont plus vertueuses, et c'est une vraie demande de la société. Comment on arrive à réconcilier ces deux approches ? Alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la particularité de la bourse, ce sont des entreprises qui ont ouvert leur capital. Et donc, qui ont fait cette démarche de transparence, et puis tout simplement de permettre à des inconnus d'acheter des titres de propriété dans l'entreprise. Donc, c'est quand même immédiatement quelque chose qui est potentiellement démocratique pour, évidemment, en s'adressant à ceux qui peuvent acheter ces actions, et puis des instruments financiers. Et en contrepartie de cette ouverture au grand public, avec de l'épargne qui est drainée soit directement, soit indirectement, avec une notion d'investisseurs minoritaires, un certain nombre de contreparties qui sont prises, qui viennent du coup réglementer à la fois le fonctionnement du marché lui-même et des acteurs pour s'assurer de l'égalité de traitement entre les investisseurs, des conditions de fonctionnement ordonnées des marchés. Donc, pour une bourse, les critères ESG en matière de gouvernance, c'est complètement acquis et interne. À partir de là, les investisseurs, ils appliquent leur propre grille de lecture. Ce qui est intéressant, c'est de voir la transformation de cette grille de lecture, et comment, quels outils on peut donner aux investisseurs pour exercer leur choix. Donc, ce qu'on constate, c'est que les enjeux ESG sont croissants parce que les investisseurs le demandent et que les entreprises qui sont les intermédiaires, qui sont les conduits de cette épargne, prennent en compte évidemment cette attente de leurs clients et puis, j'allais dire même, l'anticipent. Donc, est-ce que il y a une étude de l'année dernière, en septembre 2021, qu'a faite l'AMF, qui montrait que les investisseurs particuliers, 76% d'entre eux indiquent qu'ils sont intéressés, préoccupés par l'impact en matière de développement durable de leur épargne, et la moitié disent, on peut collecter que ce que les gens disent et pas forcément, ensuite on constate ce qu'ils font, disent en tenir compte de leurs investissements. Ça, c'est une donnée que tout collecteur, que ce soit les investisseurs institutionnels, les assureurs par exemple, et puis les sociétés qui gèrent, doivent en tenir compte. Et les sociétés de gestion elles-mêmes, les investisseurs institutionnels, eux-mêmes ont pris des engagements et sont confrontés à ça. Donc, ils se posent la question ensuite de comment traduire cette attente et les propres engagements qu'ils prennent, parce qu'ils ont leur propre partie prenante qui les surveille, et des surveillants extérieurs qui sont souvent assez vocaux pour en tenir compte. Et ça passe par un certain nombre d'instruments. Et on pourra en parler, c'est-à-dire que ça s'adosse sur notamment une problématique gestion active, gestion passive, si on peut rentrer un peu plus dans la technique, et ça passe par des instruments qui industrialisent un petit peu, qui visent à amplifier le mouvement. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse part de l'investissement dit ESG, dont on a parlé depuis ce matin, qui est aujourd'hui une gestion passive, indicielle, classique. On ne sait d'ailleurs pas forcément si les critères sont vraiment respectés. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une logique où il faudrait être beaucoup plus volontariste et aller regarder ce qu'il y a vraiment? Prenez le cas, on citait tout à l'heure le cas Orpea, ils avaient la meilleure notation ESG, ça ne les a pas empêchés de se cracher. Alors ça dépend quelle notation forcément. Mais donc vous avez une première chose qui est la gestion active de gens qui font du stock picking, particulier ou professionnel, qui vont avoir intégré une dimension ESG en se faisant leur propre opinion là-dessus. En excluant ce qui ne leur plaît pas. En prenant, etc., avec des logiques qui vont communiquer. Ça, c'est la gestion active. Et puis la gestion passive, vous allez vous adosser à un indice, et cet indice va lui-même avoir été construit pour retenir un certain nombre de critères. Et cet indice, le plus souvent, c'est forcément parce qu'il faut rendre les choses opérationnelles, comme toujours, s'adosser sur des critères qui auront été choisis. Donc, on en revient aux questions de méthodologie et de critères. Ça n'est jamais que ce qui est indiqué, avec des aspects positifs et avec de l'impact, mais lequel? Et ça, on peut en débattre longtemps. Donc, chez Euronext, pour vous donner une idée,
On est une bourse, on permet les échanges, les cotations et les échanges, et puis on offre des séries d'indices qui sont soit des indices connus de tous, soit des indices faits sur mesure pour des instruments particuliers, pour une gestion, etc. Donc il y a un indice CAC ESG. Alors, il existe l'indice CAC 40 traditionnel, et l'année dernière, au printemps, on a lancé le CAC 40 ESG, qui est une sorte de déclinaison en matière d'ESG, qui est un indice qu'on va qualifier en anglais de best in class, c'est-à-dire qui prend les meilleurs d'un univers un peu plus large, avec un certain nombre de critères à la fois de meilleure qualité et d'exclusion, et il produit un nouveau classement de 40. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que... Ils ne sont pas moins performants que les autres. Pardon ? Ils ne sont pas moins performants que les autres. Non, ils ne sont pas moins performants. Donc la finance n'est pas forcément frugale. Mais l'idée, c'est de... Après, vous avez un argumentaire selon lequel la meilleure gouvernance produit plus de rendement dans la durée. Et puis il y a toute une logique plutôt anglo-saxonne, se dire il faut regarder les questions de risque climatique uniquement d'un point de vue risque. En Europe, on rajoute à la dimension risque une dimension intentionnelle, une dimension d'impact, je pense. Pour revenir à mon indice CAC 40 ESG, il a été lancé l'an dernier et on a déjà 1,8 milliard d'euros d'ETF, donc de trackers, qui sont passés sur le CAC 40 ESG. Donc sur à peu près 5,2 milliards au total, ce CAC 40 tout compris, on a eu ce mouvement. Pourquoi est-ce qu'on l'a eu ? Parce qu'il y a des produits qui ont été créés et qui ont collecté sur une stratégie CAC 40 ESG, j'allais dire plutôt que CAC 40. Et puis, il y a des acteurs des ETF qui ont fait basculer, par un contrat commun, basculer entièrement d'un instant à un autre leur investissement CAC 40 ESG dans un CAC 40 vers le CAC 40 ESG. Donc ça fait tout de suite du volume et ça a tout de suite pris. Et en matière de trading, il y a une augmentation de 56% des échanges sur ces ETF CAC 40 ESG en 2022 par rapport à l'année dernière. Donc on voit qu'il y a une forte progression. Ça reste encore petit par rapport à la masse d'actifs sous gestion en général, passifs ou actifs, mais ça renforce, disons que ça montre une direction, quoi, c'est ça. Le fait la gestion passive qui fait à peu près 30% des actifs sous gestion aux États-Unis, 20%, un peu plus de 20% en Europe maintenant. Aujourd'hui, son développement est dans l'ESG. Donc ça veut dire qu'il faut que nous tous ensemble, pouvoirs publics et acteurs, soient extrêmement responsables sur la manière dont on définit les critères. Parce que derrière, ils vont être utilisés de manière opérationnelle, comme je le disais. Et c'est la réalité de la finance. C'est-à-dire il peut y avoir des choses qui vont être sculptées de manière parfaite et précise et qui vont s'adresser à un certain type de clientèle. Mais pour la clientèle de masse et les besoins de masse, on aura forcément ces instruments. D'où l'intention qu'on doit leur apporter. Merci. Carole Zaccheo, donc je disais, vous êtes directrice des investissements et des placements de la Maïf. Alors Maïf, c'est l'esprit mutualiste qui préside, donc c'est pour ça que vous êtes mis à ma gauche, sans doute. Tout ça pour dire que, est-ce que vous ressentez, vous aussi, cette attente, cette demande des clients d'une finance où le rendement n'est pas forcément, il est important bien sûr, mais la question clé, mais la question de l'orientation, de savoir dans quoi je mets mon argent est devenue un vrai moteur. Oui, tout à fait. Donc au niveau du groupe Maïf, pour resituer, nous gérons les actifs bien sûr de la mutuelle, donc de l'activité non-vie, mais aussi de l'activité vie. Et c'est là effectivement que je peux vous apporter un éclairage sur l'attente des épargnants qui viennent souscrire les contrats d'assurance vie de Maïf Vie. C'est vrai que leur attente est très forte. Ça s'est accéléré au cours des dernières années, très clairement. Au niveau du groupe Maïf, on a une démarche ESG qui date en fait, puisqu'on s'est penché sur cette dimension-là déjà en 2006. Elle s'est inscrite dans une démarche d'amélioration continue. Et cette dimension a été vraiment mise en exergue en 2019 avec la création en tout cas la décision pour Maïf de prendre la voie de société à mission. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, nos clients, nos sociétaires, nos épargnants nous attendent encore plus sur cette dimension investisseurs socialement responsables. Ça s'est traduit pour ce qui est du contrat d'assurance vie de Maïf Vie. Ça s'est traduit l'an dernier par une réorientation complète de l'offre vers un
un contrat d'assurance vie en euros et des UC complètement labellisés qui répondent totalement à ce que nous faisons pour compte propre, c'est-à-dire avec des exclusions qui nous sont chères et que l'on a également intégrées dans cette gamme d'UC, notamment tout ce qui est charbon et pétrole par exemple. Et en tout cas, oui, pour répondre à votre question, on est souvent sollicité, souvent interrogé, interpellé, challengé aujourd'hui par nos sociétaires et par nos épargnants. Quand vous voyez tout ce phénomène, on en a parlé toute la journée de l'ESG, avec la nouvelle directive aussi sur les critères extra-financiers qui vont arriver, comment vous vous préparez à cette révolution? Vous pensez que ça va être un impact très important pour vous dans les années à venir? Alors, on essaie d'avancer avec aussi nos convictions qui sont fortes. On a un ADN assez fort au niveau du groupe Maïf pour cette contribution au mieux commun. Donc oui, on s'y prépare avec toute la difficulté pour nous, en tant qu'investisseurs institutionnels, d'intervenir sur toutes les classes d'actifs. Donc on a parlé des actions, on a parlé du non-coté, mais en tant qu'investisseur institutionnel, on se positionne aussi sur des classes d'actifs comme l'immobilier, l'infrastructure. Et c'est vrai que toute cette réglementation, elle est très lourde, elle est très compliquée à appréhender, elle nécessite des moyens, elle nécessite aussi aujourd'hui une certaine normalisation, pour tout ce qui est notamment analyse de données, méthodologie, ce sera très, très aidant, effectivement. Je vois dans les métiers, il y a de plus en plus d'analystes ESG. Oui. Aujourd'hui, avant on disait analyste financier, maintenant on dit analyste ESG, c'est quelque chose, c'est un profil qui est de plus en plus recherché. Oui, très clairement. Nos derniers recrutements, nous, à la direction des investissements, c'était 2 analystes ISR, bien évidemment. Ouais. Chez vous aussi, chez l'ITA, j'ai l'impression que le sujet est pris très au sérieux. C'est des compétences que vous cherchez, que vous oui, et surtout, développez. c'est des compétences, en fait. On a besoin aujourd'hui d'analyse d'impact, en fait, d'une certaine manière, parce que oui, est-ce qu'on dit analyste ESG ou analyste impact? C'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. Typiquement, prenons l'exemple d'un fonds aujourd'hui qui souscrirait à des actions pour composer son ETF ESG ou son fonds ESG. L'analyste ESG, c'est une classe, il va organiser selon les secteurs d'activité les plus ou moins vertueux, selon des notations, effectivement, qui sont produites sur de l'autodéclaratif de l'entreprise, consolidées de l'autre côté de l'océan, réenvoyées, et ensuite avec des notes qui viennent en fait des entreprises. L'analyse d'impact, il se dirait, si j'ai une action typiquement dans Total, prenons cet exemple neutre, vu qu'on est en train de monter une action. Au hasard. Aujourd'hui, qu'effectivement Total, selon les rapports et selon les trajectoires, a l'air mieux que telle ou autre participation. L'analyse d'impact se dirait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que Total vraiment s'aligne avec ces enjeux-là. Et typiquement, quand on est aujourd'hui présent à l'Assemblée générale ou qu'on vote et qu'on est capable de faire de l'engagement actionnarial, on vote contre un plan climat de Total qui s'aligne... C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on est en train de monter. Effectivement, on est en train de monter un engagement actionnarial des particuliers, détenteurs d'actions, parce que c'est vrai que la pratique de l'engagement actionnarial qui vise à aligner la stratégie avec... C'est une class action climatique, c'est ça, on pourrait dire? Oui, alors en fait, là, en l'occurrence, pour nous, on vote contre... C'est le droit de gouvernance, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout. Sauf que malheureusement, en fait, c'est jugé aujourd'hui trop prescriptif, en fait, de faire de l'engagement actionnarial à l'Assemblée générale. C'est pour ça que, notamment, la demande des actionnaires néerlandais qui ont déposé, du coup, effectivement, une réforme, un amendement lors de l'Assemblée générale de Total qui vise à pousser Total à s'aligner avec un enjeu, avec un scénario 1,5 degré, et donc nécessairement qui irait contre la stratégie expansionniste actuelle, parce qu'on sait, si on lit le rapport du GIEC, que si on veut atteindre un scénario 1,5 degré, le pétrole, il faut le laisser dans le sol dans les 3 prochaines années. Et là, notamment, le projet ICOP qui est monté par Total, qui vise à extraire effectivement et créer un oléoduc de plus de 1400 km qui va exproprier 100 000 personnes, déforester l'ensemble de l'Ouganda et une partie de la Tanzanie. C'est pas très clairement les objectifs qui ont été mentionnés par le GIEC, et ce n'est pas un plan climat qui est à la hauteur. Donc typiquement, si on a un investisseur d'engagement actionnarial, on ne désinvestit pas pour moi. On investit, mais on demande et on vote pour que, typiquement, la stratégie de l'entreprise aille avec la volonté de... En fait, c'est de l'activisme climatique, c'est comme ça que vous... Exactement, et c'est une pratique qui existe beaucoup par les fonds, déjà depuis longtemps. Et là, on pense que par la conscientisation des particuliers et leur indépendance en tant qu'investisseurs, on pourra arriver, c'est pour ça qu'on monte là, la première opération... Mais si vous vouliez vraiment avoir un effet d'échelle, il faudrait avoir avec vous tous les fonds
de gestion, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Oui, puis il faut s'assurer qu'on le fait dans plusieurs pays, parce que je pense que c'est intéressant comme débat, parce qu'on a actif, passif et déontologie, c'est-à-dire l'exclusion. Best in class, on choisit les meilleurs et puis on ignore le reste. La question, c'est est-ce qu'il y a des capitaux qui vont aller s'investir sur le reste et qui eux, n'ont pas cette volonté d'influence. Donc voilà. Donc, pour moi, la bourse, elle permet ces différentes méthodes. Et le plus traditionnel, c'est la gestion active en utilisant aussi son droit de vote. Et donc, il n'y a pas de difficulté avec ça. Après, là où il faut voir la réalité... Beaucoup de fonds ne le font pas. Et ils vont se mettre dans des guidance éventuellement. Oui, mais comme toujours dans ces cas-là, la capacité d'influence de ceux qui sont plus actifs, elle récompense l'énergie qui est mise dans le système par rapport à d'autres qui sont. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger la dimension passive et la dimension normative. C'est sans doute un peu réducteur de dire simplement autodéterminé, personne ne surveille, parce que je pense qu'il y a de plus en plus justement de surveillance. Et puis, il y a une prise en compte, une auto-prise en compte par l'entreprise. Les entreprises qui ne tiennent pas leurs engagements, ça ne dure pas longtemps avant d'être remarqué. Donc je pense qu'il y a une influence positive des deux côtés, et on a besoin d'avoir une gestion active parce qu'elle doit donner la direction pour que la gestion passive, qui a son propre intérêt, puisse s'adosser. Donc pour moi, les deux mouvements sont complémentaires. Ensuite, je laisse à chacun la qualification bon ou mauvais. Et je pense que même dans la gestion indicielle, il est important qu'il n'y ait pas que du best in class, qu'il y ait aussi des stratégies focalisées sur la transition. C'est ce qu'on a fait nous. On a dans nos indices, un indice qui s'appelle le ESG Large 80, qui justement vise spécifiquement à sélectionner des stratégies de transition. Parce que sinon, le risque, par des séries d'exclusions, c'est de se retrouver à être en pénurie d'actifs recherchés, et puis de laisser aux autres, ceux qui n'ont pas ces objectifs, l'influence. On pourrait en débattre sur les sanctions, mais je ne vais pas glisser là-dedans. Et voilà, peut-être dans ce sens-là. Absolument, mais dans le livre d'Eva, donc cite, donc fermer la bourse, la réguler ou attendre qu'une prise de conscience généralisée autorégule les marchés, point d'interrogation. Donc ça, c'est pas forcément la situation que préférerait Delphine Lamarzit. Je pose justement Mais vous posez la question. Et après, les deux autres chapitres qui m'ont amusé, mais vous allez en parler, c'est pour que les fonds activistes deviennent vraiment des activistes, donc ça, c'est ce dont on vient de parler. Et puis, c'est une finance démocratique, levier de transition, d'engagement des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça, c'est un peu révolutionnaire quand même. C'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça ne va pas du tout à l'encontre potentiellement, dans certains cas, des outils notamment. On peut garder la bourse. Une forme, entre guillemets. Si on n'a pas de bourse, on ne peut pas acheter, en fait. Voilà. L'économie non cotée, c'est une économie de gré à gré. Quelque chose qui n'existe pas. Elle choisit ses actionnaires. D'ailleurs, nous, investisseurs, on va avoir besoin des deux quand même. Voilà. Oui. Donc il faut garder le système capitaliste, mais le transformer de l'intérieur. C'est ça. Alors, je ne dirais pas nécessairement ça. Je dirais qu'en fait, il faut changer sa boussole à ce système capitaliste qui aujourd'hui c'est un système de rentier, c'est pas un système d'émancipation économique individuelle. Et justement, le fait de rediriger à chaque fois les tensions et les émotions sur les marchés primaires qui sont des lieux justement de levée de fonds pour les entreprises, c'est se tromper de débat. Le débat aujourd'hui, il est effectivement sur le fait qu'il y a une partie notamment des marchés secondaires qui fonctionnent beaucoup trop en vase clos, qu'il faut trouver de la liquidité, mais qu'il faut aussi qu'il y ait davantage de possibilités pour les gérants d'entreprise d'investir. Donc, il faut réinvestir plus de long terme, plus de long terme, plus d'outils de garantie, au-delà des marchés secondaires qui autorisent l'investissement. Et il faut aussi reconnecter l'investisseur de la démocratie en finance. C'est quoi ? C'est que l'investisseur prend son choix, fait son choix sur la base d'une boîte de gâteau qui n'est pas une boîte noire, qui est une boîte dans laquelle on a l'information. Pourquoi est-ce que la finance est si opaque aujourd'hui? Il n'y a rien qui justifie ça. Il faut qu'effectivement on ait la liste d'informations. Quand on est exposé à un fonds euro, typiquement, il faudrait qu'on ait la liste des valeurs dans lesquelles on investit. C'est un peu pareil sur toutes les unités de compte, mais sur les marchés, c'est plutôt libre. Et puis la finance démocratique, c'est une finance que les particuliers choisissent et on arrête de les orienter vers tel ou tel produit. Aujourd'hui, quand il y a des systèmes de garantie qui existent que sur une partie de l'investissement, c'est finalement pour orienter le particulier vers un type d'investissement. Pourquoi on n'a aucun outil aujourd'hui pour que le particulier puisse être garanti dans son investissement dans l'économie réelle, dans le non-coté? Mais est-ce que c'est pas ce que vous essayez de faire? C'est bien un choix politique. L'ITA, c'est ça en fait. C'est ça, c'est un des objets. C'est tout à fait. C'est une entreprise qui. Aujourd'hui petit par rapport à l'échelle de la finance. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'État qui garantit 100% de nos produits.
Évidemment. Donc ce serait plus facile si effectivement les investissements sur l'ITA étaient sur lesquels on pourrait communiquer, par exemple. C'est vrai qu'on ne peut pas communiquer sur le non-coté parce que c'est un investissement qui est ultra risqué, considéré comme ultra risqué par les régulateurs, et qu'on n'a pas de dispositif de soutien et de garantie de l'État au-delà des 25% qui sont sur le plafond des niches fiscales à 10 000 €. C'est pas grand-chose. Donc on a besoin de plus d'outils qui solidifient et qui nous permettent de parler de ces investissements sans avoir l'air de cow-boy et qu'on considère ces investissements comme il n'y a pas de système où l'État garantit des investissements aujourd'hui. C'est soit garanti par l'actif d'assureur lorsqu'il y a des fonds euros et quand même... les fonds euros, c'est garanti par la dette de l'État, c'est parce que c'est la signature de l'État. Là, on est très, très indirect. Et puis, je ne sais pas si ces garanties sont aujourd'hui ce qui serait proposé dans le monde d'augmentation des taux d'intérêt, mais il n'y a pas de garantie sur le PEA. Le PEA, c'est un avantage fiscal, mais pas de garantie sur le... Enfin, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Je pense que, par ailleurs, il y a probablement... Ce qui est intéressant, c'est que dans les messages qui sont passés aux épargnants, on a surcommuniqué sur le risque action, ou sur le risque, parce que, en fait, quand on est dans le domaine des actions, il faut qu'on vous dise en permanence que c'est très risqué. On ne vous dit pas qu'il y a de l'érosion monétaire avec de l'inflation sur votre épargne liquide. Or, aujourd'hui, c'est probablement ça qui va davantage manger l'épargne que, finalement, un risque action sur lequel les gens sont assez avertis. Mais là, je mets là. Peut-être évoquer, si j'ai une minute, un sujet qui me tient à cœur, qui est celui du biais possible, du risque de biais de l'ESG envers les petites entreprises. Parce que le système, et tu le dis, Eva, en indiquant tout ce qu'elle souhaite savoir, forcément, ces informations, cette répercussion, c'est une communication d'entreprise, une connaissance. Et c'est vrai que les plus gros acteurs s'y sont mis, ils sont plus complexes, donc leur communication est plus difficile, mais ils ont énormément d'informations à faire passer. Et paradoxalement, il faut qu'on fasse tous attention collectivement à ce que l'ESG n'exclue pas les acteurs, les entreprises plus petites, qui vont avoir tendance à être moins bien notées, uniquement parce qu'elles ont un petit peu moins de capacité de reporting et moins de temps à y consacrer. Voilà, donc il y a ce paradoxe qui est en demandant plus, on va plutôt avantager les gros acteurs et je pense qu'il faut qu'on corrige ces biais. Oui, mais notre rôle aussi, c'est de les accompagner, ces petites entreprises. Donc vous parlez des actions cotées, on est investi en actions cotées, on est aussi investi en non cotées, en actions, en dettes. Ce sont des classes d'actifs qui ont explosé au cours des dernières années. Et le rôle d'investisseurs comme nous, effectivement, c'est d'avoir une démarche d'engagement vers ces petites entreprises. Alors nous, par l'intermédiaire des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille et auprès desquelles on fait aussi de l'engagement, pour les accompagner, les sensibiliser et leur montrer qu'effectivement, nous aussi, on a ce besoin-là sur les classes d'actifs non cotés. Mais alors, l'histoire de la garantie, moi, j'ai du mal à vous suivre parce que nous, si on investit même pour le contrat en euros dans des actions cotées, les pertes, on les prend. Enfin, c'est personne d'autre. Et voilà, donc nous, on va sortir un guide, justement, pour accompagner les entreprises à la cotation et notamment les mid-cap, les plus petites entreprises, pour réussir à faire passer cette marche d'emblée, parce qu'après c'est trop tard, pour être ESG compatible pour l'investissement, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est posé par les investisseurs, y compris ceux qui prennent des tickets significatifs, dès l'introduction en bourse. Donc il faut être prêt à ce moment-là, et on souhaite effectivement, vous avez raison, les accompagner dans cette démarche, mais il faut aussi que les investisseurs prennent en compte la maturité ils sont sans doute plus ESG nativement, mais ils ont moins de temps pour d'autres préoccupations aussi. Ouais. Merci beaucoup à toutes les trois. On arrive, et là, il faut rendre le studio à nos amis de Radio France. Merci Studio 221, aux équipes techniques qui nous ont accompagnés toute la journée, au studio, aux équipes de la tribune. À vous trois pour ce débat passionné. On n'aura pas forcément réconcilié complètement les approches, mais on va dans le même sens, celui de l'impact, une économie qui peut-être sera plus vertueuse, plus verte, plus écologique, plus durable. Et c'est l'espoir qu'on peut formuler, en tout cas. Merci de nous avoir écoutés toute la journée et à très bientôt sur latribune.fr.